Merci à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Premier webinaire des éditions La Butineuse. Donc, pardonnez si jamais vous êtes beaucoup plus habitués que nous à cet outil, d'autres peut-être parfois un peu tâtonnant dans cette première expérience. Trois mots pour nous présenter. Donc, on est éditeur de livres, 100% concerné par les questions de transition et de climat à l'origine. On s'est retrouvé pas mal dans des sujets liés à l'agriculture et à l'alimentation depuis 3 ans. Les trois personnes qui sont là aujourd'hui avec nous sont liées de très près ou d'assez près en fait à notre travail. Historiquement, ça a commencé en fait avec la rencontre avec Paul Lu, ici présent, donc d'initiative 4 pour 1000, qu'on s'est rencontrés assez rapidement et qui donc a créé ce livre Les agriculteurs ont la terre entre leurs mains, qui était en fait écrit en... C'est Paul l'auteur, mais c'est l'initiative qui en bénéficie. En fait, voilà, c'est vraiment un partenariat entre l'auteur, la maison d'édition et l'initiative. C'est Paul qui nous a amené pas mal de monde derrière. Je pense que la rencontre avec Axel, le deuxième auteur qui est ici, s'est faite aussi grâce à Paul. Axel, donc, c'est un auteur beaucoup plus récent dans notre catalogue qui a écrit un livre en 3 volumes, Changer les règles du jeu, qui est un peu dans la continuité du livre de Paul, où Axel explore énormément de pistes pour en fait l'implémentation voilà, de cette transition. Pas seulement, mais enfin, il va assez loin dans ce domaine. Et la troisième personnalité qu'on a autour de nous, avec nous ici, donc Félix Noblia, qui lui a le grand avantage d'être lui-même agriculteur. Il en faut quand même, c'est bien d'en avoir un avec nous. Et on va même commencer avec lui. Et en fait, Félix, qui connaît très bien nos deux autres compères, s'est retrouvé être en fait, le portrait en a été dressé dans le tout dernier livre qui a été publié par La Butineuse juste avant Noël, qui s'appelle Restaurer les piliers de la vie, par notre Canadienne Ananda Fitzsimmons, qui avait déjà écrit le livre Hydrater la terre, et qui présente en fait tous les liens très profonds entre le vivant au sens large et le climat, et qui présente énormément en fait d'acteurs à travers la planète qui sont à l'œuvre dans voilà, essayer de faire en sorte que la nature puisse être reconnue comme une solution face aux problématiques environnementales. Donc voilà, c'est le portrait de Félix qui connaît très bien par ses activités Paul et Axel. Et donc voilà, on a voulu regrouper ces trois personnes pour ce premier webinaire pour essayer d'adresser les questions de peut-on encore euh, parler, enfin comment parler de transition aujourd'hui. On va avoir des angles très, très variés. Et on va donner donc la parole en premier à Félix. Bonjour à tous, merci. Je vais vous raconter dans ce petit quart d'heure, en fait, comment je fais le lien, en fait, entre ces trois personnes et quelle part de mes activités font le lien entre ce qu'a pu faire écrire Ananda, l'œuvre de Paul Lu et l'autre œuvre d'Axel sur un autre registre d'explication de tout ça. J'ai Donc, ce qui est écrit dans le livre d'Ananda Fitzsimmons, c'est le parcours que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant dans reprendre une ferme et s'attaquer à cette montagne de la transition des systèmes agricoles en essayant plusieurs voies. Alors, après mes études, il y a maintenant pas quelques années, je voulais travailler et vivre au Pays Basque sans ambition particulière autour de ces sujets-là. On m'aurait dit que je me retrouverais à faire des webinaires sur ces sujets. J'aurais beaucoup rigolé il y a tant d'années. Mais ça, reprendre une ferme, c'était s'engager dans un process d'investissement pour racheter un outil, donc des parts sociales d'une entreprise.
Donc c'était la ferme de mon oncle, mais je me suis installé quasiment dans les conditions d'un hors-cadre, sur le plan de rachat de parts et tout ça. Cette transition, ça veut dire qu'on rachète un outil tel qu'il est, qui est dans un système, qu'on choisit, pas forcément et en fait, c'est justement la chance que j'ai eue, c'est de pas m'être suffisamment préoccupé de cette installation, parce que je me suis installé du coup dans des conditions extrêmement complexes. Des sols très abîmés, donc je vais revenir là-dessus sur qu'est-ce que ça veut dire des sols abîmés. Hem une situation économique extrêmement tendue et donc très vite des choix à mettre en place. C'est-à-dire que ces choix, c'est est-ce que je reste dans la même trajectoire dans laquelle il était ou est-ce que en fait j'essaye de pousser le curseur. Et ces choix, ça a été souvent un proverbe dit nécessité fait loi, mais ça a été exactement ça. C'est-à-dire que j'avais tellement de. Enfin, soit je partais dans un schéma d'endettement très rapide et immédiat de surendettement lié des explosions euh, de- d'ouverture de crédit court terme, soit en fait il fallait que, que je mette en place des pratiques un peu différentes. Et donc je suis rentré plutôt dans la deuxième partie de, de tout ça. Et donc comment en fait diminuer mes charges. Comment diminuer mes charges? Et ça a été le seul objectif. Et diminuer mes charges, en fait, ça m'a mené vers ce qu'on appelle l'agroécologie. Pour deux raisons. La première, c'est faire des économies, donc dépenser moins. Et la deuxième, ça a été l'état des sols. Cet état des sols, ça était pour moi une surprise. Les premières années, il y avait des endroits, par exemple, je semais le maïs trois fois il germait, il mourait. Là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je semais des féveroles et les féveroles, elles germaient, elles devenaient toutes jaunes. Et, voilà. Et puis un jour, il y a un agronome qui vient sur la ferme et qui me dit, regarde, on plante une bêche dans ton sol, comment tu veux que des racines, elles survivent là-dedans? Le sol, c'est de l'argile, il n'y a pas du tout de cohésion, c'est très pauvre en matière organique. Alors, qu'est-ce que c'est la matière organique? Voilà, et puis après, là, j'ai compris, en fait, euh, par ces explications, que la matière organique, c'était toute la végétation qui va pousser sur un sol, qui va utiliser l'énergie du soleil, euh, utiliser ce qu'elle va trouver dans le sol et transformer le CO2 en sucre. C'est juste ça la base de tout. C'est-à-dire, en fait, l'entrée énergétique de tout le système qui va jusqu'à nous, notre alimentation, c'est de la lumière du soleil qui vient sur des plantes qui font une réaction qui s'appelle la photosynthèse. Ça capte le CO2, ça relâche l'oxygène, ça on a tous appris ça à l'école, et sauf que ça garde le carbone et ça le transforme en chaînes de sucre plus ou moins complexes. Et ces chaînes de sucre, en fait, elles vont dans le sol. Et le sol, lui aussi, plus on va le mélanger, plus on va le travailler avec des engins, plus en fait il va relâcher ce carbone dans l'atmosphère. Et donc on comprend qu'il y a un solde de notre compte en banque du sol qui est qu'il faut avoir plus de stockage que de déstockage. Paul en parlera après. Et donc, c'est la base en fait de l'agronomie, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la matière organique dans les sols, parce que ce carbone, c'est la base de la fertilité des sols. Et ce carbone, il est aussi complexé avec tout un tas d'éléments, d'oligo-éléments. Et donc, pour arriver à faire des chaînes carbonées, il faut que le sol soit riche. Et c'est aussi une autre chose à comprendre, c'est qu'il faut éviter de perdre cette fertilité. Et cette fertilité, elle est perdue par quelque chose qui va s'appeler aussi l'érosion. C'est-à-dire quand la pluie va tomber sur le sol et va emporter de la terre, c'est souvent les éléments les plus riches du sol qui sont emportés les premiers. Et donc, il faut arriver à éviter ça. Et donc, un de mes premiers combats, ça a été d'éviter l'érosion. Et donc, je suis passé par tout un tas euh, de, de pratiques euh, visant à augmenter ce stock de matière organique et, euh, et diminuer l'érosion. Sur la ferme, il y avait aussi un troupeau d'animaux et ce troupeau d'animaux a été aussi un des leviers principaux, ou leviers principaux, un des principaux leviers pour arriver à
en recyclant la matière organique au travers de l'estomac de l'animal, mettre un maximum de carbone dans mes sols. Donc mes sols ont progressé fortement, mes performances aussi. Maintenant, je peux semer n'importe quelle plante, elle va pousser. Et les sols arrivent à drainer l'eau naturellement. Enfin, ils ont vraiment évolué et j'ai pu, au travers d'énormément d'expérimentation, et donc là j'ai un collègue qui est encore en train d'en faire sur ma ferme où il sème un truc qui s'appelle de la vesse, qui est une plante qui aussi a la, la capacité de capter l'azote de l'air dans mes champs, et donc pour arriver à augmenter encore le stock de matière organique. Euh, voilà. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir été euh, récompensé par un, un prix décerné par Stéphane Le Foll, à l'époque ministre de l'Agriculture sous François Hollande. Euh, et ce prix, ça s'appelait les trophées de l'agroécologie pour tout ce que j'avais pu mettre en place, donc une super rotation, du semi-direct, euh, une rotation aussi des animaux en pâturage tournant, une complémentarité culture-élevage. Il y avait tout un tas de leviers qui étaient activés. Et à ce moment-là, je me suis aussi questionné, mais pourquoi les gens ne le font pas? Qu'est-ce qui se passe? Et pour, quel est le frein principal en fait à cette transition? Et en fait, il n'est pas unique, il est multiple, et donc Axel aussi en parlera longuement, mais globalement, les agriculteurs, on leur a demandé de produire de l'alimentation, euh, quelles qu'en soient les conséquences, et progressivement, la- cette alimentation a été, enfin, la gestion des arbitrages autour de l'alimentation a été récupérée par les filières. Et donc, les filières avec un seul objectif, nourrir la population des villes le moins cher possible. Et donc, il y a deux choses qui ont baissé. C'est la part de budget qui est mise dans l'alimentation par les ménages et la part qui revient à l'agriculteur. Et l'agriculteur, aujourd'hui, se retrouve dans un piège, dans un piège pour faire le maximum d'économie d'échelle au détriment des enjeux environnementaux. Et donc, comment renverser ça? Et je l'ai pu le remarquer chez moi, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'acteurs qui passent sur la ferme et qui t'expliquent qu'en fait, non, non, il faut faire, ça va de... Alors, au départ, la banque faisait aussi partie de ces acteurs-là, mais maintenant, c'est en train de changer. Euh, des coopératives agricoles et leurs techniciens sont dans ces schémas-là, les chambres d'agriculture sont dans ces schémas-là, où on vient nous expliquer qu'il n'y a qu'un seul modèle qui marche, et qu'en fait, c'est celui qui permet de faire des économies d'échelle globale pour amener de l'alimentation à pas cher aux gens. Et donc, en tant qu'agriculteur, quand on a peut-être toutes les semaines quelqu'un qui vient nous voir et qui vient juger ce qu'on fait, il y a une pression sociale très forte sur ces aspects de changement et de transition. Et donc, les moyens de lever cette pression sociale, en fait, enfin, ils sont malheureusement, ce qu'on a pu comprendre, c'est d'amener une autre vision et un autre accompagnement aux agriculteurs. Depuis maintenant 4 ans, on a monté une entreprise qui s'appelle Régénération. On a choisi ce format-là entreprise plutôt qu'association parce qu'on s'est dit qu'il faut arriver à renverser le paradigme sur un plan économique. Et donc, cette entreprise, l'enjeu, c'est de construire de la valeur pour les exploitations agricoles en mesurant les bénéfices environnementaux. Alors, effectivement, on passe d'un problème où les agriculteurs font des économies d'échelle parce qu'en fait la valeur a disparu, à qui va payer en fait cette transition. Et donc, est-ce que c'est le consommateur qui va aller acheter des aliments peut-être une fois et demie plus chers pour qu'en fait ça puisse faire fonctionner l'agriculture française, sachant que les filières sont extrêmement internationalisées maintenant, ou est-ce qu'en fait il faut arriver à accompagner cette transition via d'autres sources de valeur? En gros, il y a 3 sources de valeur possibles. Soit c'est vous, consommateur, soit c'est l'État, bah, c'est vous aussi au travers de vos impôts, soit on va chercher d'autres produits à vendre. Et donc l'enjeu pour moi autour de l'agriculture, c'est rendre
plus compétitifs les schémas agroécologiques que ceux qui abîment la planète. Donc, des schémas qui perdent la fertilité des sols, des schémas qui abîment les ressources en eau, des schémas qui donc perdent le carbone, des schémas qui abîment la biodiversité, ben, ils doivent être moins compétitifs que des schémas qui améliorent tout ça. Et donc, il faut arriver à commercialiser ces bénéfices environnementaux des schémas d'agriculture vertueux pour regagner cette bataille de la valeur sur un autre plan. Et donc, Régénération, cette entreprise qu'on a construite, c'est mesurer tous ces bénéfices environnementaux, les inscrire dans des registres internationaux, donc on est dans un process de certification internationale qui s'appelle Vera, euh, remonter toutes les données issues des exploitations agricoles pour avoir l'ensemble des preuves de la vertu de cette transition et amener de la valeur. Et cette valeur, on l'amène en fait sous trois formes aux agriculteurs. La première, c'est qu'il y a des échantillonneurs qui viennent faire des analyses de sol et donc on a les preuves concrètes de cette amélioration sur le temps. La deuxième, c'est qu'il y a des agronomes qui viennent plusieurs fois par an accompagner les agriculteurs. Ce pas des agronomes de chez Régénération, mais c'est des agronomes du terrain qui font de l'agroécologie. Il y a énormément de... Enfin, ouais, quand j'ai commencé ça très longtemps, euh, il n'y avait pas tant de contenu numérique sur qu'est-ce que c'est des bonnes pratiques et tout ça. Maintenant, en cherchant sur Internet, on trouve tout. On trouve toutes les impasses techniques, on sait les lever. Et donc, il faut cette démarche volontaire d'aller chercher. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de forces vives sur le terrain, de nouvelles générations d'agronomes qui font de l'agroécologie et qui aiment ça, et pour qui ça marche. Et donc, ça marche pour les agriculteurs qu'ils accompagnent. Et ces agriculteurs-là reconnectent en fait leur métier avec le sens de ce que c'est la terre, ce que c'est le sol, ce que c'est la préservation, ce que c'est les enjeux du futur. Et en fait, les enjeux du futur, c'est de préserver le climat et pas seulement de nourrir les gens. Et donc, c'est d'arriver à avoir un système durable. Et donc, ce qu'on propose avec Régénération, c'est de l'accompagnement agronomique, c'est des analyses de sol et c'est de la valeur sous sonnant et trébuchant pour l'agriculteur euh, qui s'engage dans un process dans une démarche de progrès. Et, euh, et donc, on n'arrivera pas en fait sans accompagnement et sans valeur à mettre en place cette transition. Le gros enjeu et la grosse difficulté, c'est de passer à l'échelle. Avec en fait la réalité, c'est que c'est pas l'agriculteur lui-même qui est le frein principal, mais c'est un frein qui est plus haut dans les filières et dans tout le modèle économique de l'agriculture. Mais voilà, je pense que mes collègues parleront bien évidemment de tout ça. Merci beaucoup, merci Félix. Euh, c'est hyper intéressant. Effectivement, ça fait une super introduction à nos deux autres compères qui sont là avec nous. Moi, ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai commencé à voir ce portrait que tu faisais de toi dans tes débuts, ce qui est vraiment frappant, c'est de voir qu'à la base, tu l'as fait pour des raisons économiques. C'est là aussi, c'est par ça que tu as commencé. Et c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant par rapport à tout ce qu'on peut entendre, effectivement, et toutes les problématiques qu'on a vis-à-vis de ces relations entre l'économie et l'écologie, si je puis dire, pour faire très court. C'est qu'en fait, voilà, c'est possible d'envie de se diriger vers des solutions écologiques pour des raisons à la base économiques. Et ça, voilà. Après, c'est pas si simple, comme tu le dis, et il faut voir comment on peut faire pour passer à l'échelle, mais je trouvais que c'est un angle extrêmement intéressant parce que c'est pas le premier qui est en général mis en avant, quoi. Donc, voilà. Effectivement, merci à toi. Je suis sûr qu'il y aura plein de questions et on va passer la parole à Paul. Merci François, merci André, et puis merci surtout à Félix pour ce témoignage. Je pense que la meilleure façon de commencer ce genre d'intervention, c'est effectivement de se baser sur du concret et de voir qu'il y a des gens qui travaillent sur le terrain. Moi, je me qualifie souvent de théoricien et de beau parleur, mais je suis admiratif devant les gens qui ont la main tous les jours sur la terre ou dans la terre. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais intitulé le livre Les agriculteurs ont la terre entre leurs mains, terre avec un T majuscule, pour bien montrer l'importance de ces agriculteurs vis-à-vis de l'avenir, non pas de notre planète, mais l'avenir de l'humanité sur la planète, parce que la planète elle se débrouillera très bien sans nous. C'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire. Bon, je vais essayer
après le cas concret de Félix, qui campe bien le tableau, je vais essayer d'élargir le débat en essayant de montrer que ben, voilà, ces agriculteurs, ils sont sur le terrain, mais la plupart du temps, ils sont isolés. C'est ce que justement Félix a bien montré, l'importance de faire le trait d'union, d'avoir des gens qui sont autour d'eux, de les appuyer quand ils en ont besoin, et de montrer ce qui se passe au plan international et au plan plus particulier, avec tout un tas d'acteurs qui sont autour de ces agriculteurs et qui, la plupart du temps, sont des donneurs de leçons ou d'injonctions, mais qui, malheureusement, pas toujours conscience de tout ce que ça sous-entend de se lancer dans la production agricole. Alors, moi, je suis entre guillemets, j'allais dire un universitaire, un académien. Je vais partager mon écran pour vous permettre de voir ma présentation, parce que j'appuie ma présentation sur quelques slides, quelques diapositives, pour parler en bon français. Voilà, j'espère que vous pouvez voir mon écran. Je n'ai pas de retour, vous pouvez le voir, mais je pense que oui, a priori. Au niveau international, il y a une chose quand même qui me frappe depuis un certain nombre d'années, c'est que pendant très longtemps, on a considéré l'agriculture comme un secteur économique comme les autres, que ce soit par l'OMC, que ce soit par d'autres organisations internationales. Et dans le tableau que je vous présente, qui est un petit peu complexe, et je vous prie de m'en excuser, je partagerai cette présentation en PDF pour ceux qui le souhaitent. J'ai voulu faire un petit peu une chronologie de ce qui s'est passé, en gros, avant 2015. On voit qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a, sur ce schéma, j'essaie de mettre en place les concepts qui sont apparus, la notion d'effet de serre, qu'est-ce que c'est que le changement climatique, la notion de développement durable, etc. Et puis, j'ai aussi mis des événements qui ont marqué l'actualité internationale et qui expliquent aussi comment les choses ont pu évoluer dans les mentalités. Et enfin, en rouge, j'ai mentionné les grandes décisions et les organisations internationales qui ont été créées, mises en place par les hommes pour essayer de résoudre, traiter ces questions et ces programmes. Et donc là, mon schéma s'arrête en 2015, bien sûr, avec notamment l'accord de Paris à la COP 21 en France, mais aussi avec la création de l'initiative 4 pour 1000, sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais qui en gros a été là pour montrer qu'on pouvait travailler au niveau des sols, comme l'a dit tout à l'heure Félix, les sols sont extrêmement importants pour l'agriculture, mais pas seulement, donc pour la production alimentaire, mais aussi pour l'avenir de l'humanité, parce que s'il n'y a pas de sol en bonne santé, il y aura plus de production agricole, et s'il n'y a plus de production agricole, on comprend très bien qu'il ne peut pas y avoir d'humanité qui continue son aventure sur cette planète. Donc voilà un peu l'idée de ce schéma, vous montrer que bah, les hommes ne sont pas restés les bras ballants et ont quand même essayé de progresser sur ces questions, ont essayé de faire avancer cette notion d'agriculture et de la nécessaire évolution de cette agriculture. Bon, il y a eu aussi la révolution verte dans les années 60, où on a mis en place un système extrêmement productif pour produire un maximum d'alimentation pour les hommes, et puis après de produits, comme on dit aujourd'hui, biosourcés, qui ont permis aux industries de se développer sur cette base de matières premières. Et jusqu'à ces années-là, jusqu'à en gros le début des années 2000, ben, l'agriculture, c'était un secteur économique. Et on s'aperçoit que depuis cette période-là, depuis en gros une trentaine d'années, on commence à voir évoluer les choses de façon un petit peu plus favorable dans le sens d'une transition nécessaire de cette agriculture. En fait, on a vu, notamment avec le sommet mondial de l'alimentation en 96, l'arrivée de la notion de sécurité alimentaire, le fait que cette sécurité alimentaire, au sens avoir assez à se nourrir en quantité et en qualité, pour chaque être humain de la planète, était considéré maintenant comme un droit. Donc, il fallait absolument fournir cette alimentation aux hommes et sur notre planète. Et puis, on a aussi vu arriver, après l'accord de Paris, l'agriculture rentrer dans d'autres instances internationales, notamment les instances, ce que j'appelle moi les conventions sœurs des Nations Unies, qui sont nées à Rio en 92, c'est-à-dire la Convention de lutte contre le changement climatique, la Convention de lutte contre la désertification et la Convention qui traite de la biodiversité. Ce sont les trois grandes conventions qui ont chacune leur conférence des parties, qu'on appelle communément les COP, on a tendance un petit peu à mélanger. Et donc la COP qui est la plus connue, c'est la COP climat,
Et la COP Climat se réunit, elle, tous les ans. Et on a vu progresser depuis 2015 l'idée que l'agriculture n'était pas seulement une part du problème, c'est-à-dire en tant qu'émetteur de gaz à effet de serre. Hein. Félix a parlé tout à l'heure du carbone dans les sols et le fait que quand on labourait, on libérait du carbone. Bien, l'agriculture, notamment, elle en libère au niveau des sols, elle en libère au niveau des tracteurs et des engins agricoles, elle en libère au niveau des engrais, notamment les engrais azotés, elle en libère aussi au niveau des déjections animales. Donc, c'est un grand émetteur. 25% des productions de gaz à effet de serre produits dans le monde chaque année est lié à l'agriculture. Mais c'est aussi le seul secteur qui, grâce aux plantes, grâce aux arbres, grâce au sol, est capable de stocker, de réabsorber ce gaz carbonique et ce carbone, et donc d'arriver à en proposer un élément de solution à nos problèmes de lutte contre le changement climatique. C'est aussi comme ça qu'en régénérant les sols, on va pouvoir régénérer la biodiversité et lutter contre la désertification. Donc, et lutter aussi, bien sûr, puisqu'on va produire plus d'alimentation, contre l'insécurité alimentaire. Donc, en fait, finalement, ces sols et cette agriculture, ce sont non plus un élément majeur du problème, mais un élément majeur de la solution. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc là, j'ai repris dans cette diapositive un peu les discussions. Je suis désolé, c'est en anglais. J'ai pas eu le temps de le traduire. Les discussions qui ont eu lieu dans les dernières COP qui se sont tenues l'année dernière, à Bakou, en novembre 2024, à Cali pour la biodiversité en octobre 2024, et en décembre 2024 pour la désertification à Riyad. Et on voit que dans toutes ces COP, l'agriculture progresse, même si au niveau de la COP biodiversité, l'agriculture est encore le grand méchant vilain qui est celui qui cause la perte de la biodiversité au sens large. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que depuis 2021 et le sommet sur les systèmes alimentaires, on commence à considérer l'agriculture et l'alimentation comme faisant partie d'un seul système, ce qu'on appelle les systèmes alimentaires, c'est-à-dire les réseaux nécessaires pour produire et transformer les aliments et garantir qu'ils parviennent aux consommateurs. Bon, des systèmes alimentaires, c'est pas si simple que ça. Il y en a au niveau local, au niveau national, au niveau régional, au niveau international et mondial. Donc c'est quelque chose de très complexe. Mais l'idée, c'est que quand même tout est interconnecté et c'est ça qui est extrêmement important. On commence aussi de plus en plus à avoir l'idée que l'agriculture est liée donc avec le climat et la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la désertification, l'érosion de la biodiversité, mais aussi la santé. Et c'est aussi quelque chose que l'on retrouve à travers l'alimentation, à travers la notion de ce qu'on a appelé la santé unique, c'est-à-dire qu'en fait, en partant de la santé des sols, on a la santé des animaux, la santé des végétaux, la santé des hommes et la santé de la planète au-dessus. Toutes ces santé sont liées, donc on ne peut pas ne réfléchir que par un seul bout de la lorgnette, si j'ose dire. Tout ça m'amène à... Bon, là, on va un petit peu plus dans le contenu du livre que a écrit et qui est sur cette agriculture et sa nécessaire transition. J'ai cherché, quand on a fait le livre, un petit schéma simple sur Internet qui expliquait ce que c'était que l'agriculture. Bon, j'ai rien trouvé de satisfaisant et donc on en a redessiné un pour les besoins du livre. Et en fait, bon, c'est un schéma très simple, hein, comme vous pouvez le voir. En fait, on a l'homme qui est un peu au centre, puis on a sous ses pieds le sol, avec la matière organique, dont on parlait aussi Félix, qui est extrêmement importante, qui apporte des nutriments, qui va permettre à un sol d'être vivant, à un sol d'être résistant à l'érosion, etc. Et ce sol va porter des cultures, il va porter des arbres, il va porter des animaux, dont l'homme va être l'apporteur de soins, en quelque sorte, et le tout à son bénéfice pour produire des matières premières et des aliments, mais le tout dépendant de facteurs extérieurs qui sont bien sûr la biodiversité, toutes ces espèces, qui vont être mises en jeu par l'agriculture, mais aussi l'eau apportée par le cycle de l'eau, la lumière par le soleil, et puis les cycles des éléments comme le cycle du carbone, le cycle de l'azote, etc. Tout ça est repris dans le livre plus en détail, j'insiste pas là-dessus, mais ce que je voulais montrer à travers ce petit schéma, c'est que en fait tout est en interrelation, c'est-à-dire que tout est lié. Et l'agriculture a un impact sur le compartiment du sol, un impact sur le compartiment de l'atmosphère et aussi sur le vivant. Donc, si on joue sur l'agriculture, eh bien, on va jouer sur tous ces compartiments. Et ce que nous apprend l'histoire, finalement, c'est que cette agriculture
qui a été longtemps l'agriculture conventionnelle, qui est née de la révolution verte, eh bien, a eu un impact positif sur les productions alimentaires, mais il y a eu un impact, ce qu'on appelle en jargon technocratique, des externalités négatives directes sur les sols, l'eau, la biodiversité, l'air, mais aussi indirectes à travers le développement de transport, transformation industrielle, homogénéisation de l'alimentation à travers le monde. Et donc, tout ça pour arriver à dire, finalement, on a besoin de faire cette évolution, parfois je mets un R devant, cette révolution agroécologique des modes de production. Elle est vraiment indispensable. Un petit schéma un peu scientifique pour montrer que ce qui se passe quand on installe une agriculture sur un sol qui provient, par exemple, de la déforestation. Eh bien, on se trouve à gauche de ce schéma, on est ici, et on a une quantité de matière organique dans les sols qui est équivalente, de toute façon, une base de 100. Et si on installe une agriculture, c'est-à-dire qu'on va commencer à labourer, on va commencer à semer, on va commencer à déforester, eh bien, on s'aperçoit que la quantité de matière organique dans les sols va décroître. Et au mieux, on va atteindre un nouvel équilibre. Au pire, on va accélérer l'érosion et le sol va complètement disparaître. C'est ce qui peut arriver dans certains cas, c'est la désertification, hein, c'est le principe même. Mais ce que nous proposons et ce que nous prenons, et c'est ce que Félix met en œuvre tous les jours, c'est comment on arrive à adopter de meilleures pratiques qui permettent de remonter la quantité de matière organique dans les sols, se situer dans cette zone rose, puis la zone verte, retrouver le potentiel maximum, et puis peut-être un jour passer au-delà, saturer au-delà de cette saturation des sols, pour arriver à avoir des sols extrêmement riches en matière organique qui vont pouvoir porter les cultures de demain. Donc voilà un petit peu le sens de ce schéma. Tout ça pour dire qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on n'a pas de sol sain, si on n'a pas de sol riche en matière organique, eh bien, on résoudra pas les grands défis qui sont posés à l'humanité aujourd'hui, c'est-à-dire le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la désertification et aussi l'insécurité alimentaire. Donc finalement, on a la chance d'avoir entre les mains, et au niveau des agriculteurs, un levier d'action qui est la santé des sols, la richesse en matière organique de ces sols, pour pouvoir permettre de traiter l'ensemble de ces questions. Et ça, si on l'a pas présent à l'esprit, on peut pas comprendre l'importance de l'agriculture et l'importance de changer nos façons de produire. Petite pub pour la FAO et pour le partenariat mondial sur les sols. En fait, vous avez probablement entendu parler des objectifs de développement durable qui sont prônés par les Nations Unies et dont l'objectif est d'arriver à les atteindre en 2030. Eh bien, on s'aperçoit, et c'est la FAO qui a fait ce travail, que une grande partie de ces objectifs de développement durable sont directement liés au sol. C'est-à-dire que si on n'a pas des sols qui sont sains et en bonne santé, et riches en matière organique, eh bien, on n'atteindra pas ces objectifs de développement durable, soit directement, soit indirectement. Et ça, c'est un signal fort, au-delà du travail des 3 conventions et de la FAO que j'ai mentionné tout à l'heure, eh bien, c'est tout le travail qui est autour du développement durable pour l'humanité qui finalement a pour enjeu les sols et leur meilleure santé. Alors maintenant, j'en viens directement à la question de l'agroécologie qui a été mentionnée. Elle n'est pas dans le titre de ce webinaire, mais moi je pense qu'il faut la réintroduire, parce que quand on parle de transition de l'agriculture à l'alimentation, il faut parler d'agroécologie. Et là, on a un petit souci parce que, eh bien, on ne parle pas toujours de la même chose, et je pense qu'il faut revenir sur les fondamentaux. Alors la FAO, j'en ai parlé tout à l'heure, donc l'Organisation mondiale des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, a fait un travail avec son au Conseil de la sécurité alimentaire pour essayer d'expliquer ce que c'était que l'agroécologie. Alors, ces gens ont travaillé beaucoup et ils nous ont sorti 13 principes. Bon, après, on peut trouver aussi 10 éléments, mais enfin, c'est un peu la même chose, qu'il faudrait respecter si on voulait faire de l'agroécologie. Et dans ces 13 principes que vous avez sous les yeux, il y en a qui portent sur les pratiques dont a parlé Félix tout à l'heure, et puis il y en a qui portent sur l'organisation socio-économique de l'agriculture et aussi sur la gouvernance, si j'ose dire, pour utiliser un mot classique. Bon, moi je considère que si on veut avoir un impact, il faut travailler sur les pratiques. Donc les 6 premiers principes qui sont ici soulignés, surlignés en vert,
Et puis le reste, j'allais dire, laissons un peu de liberté aux agriculteurs, laissons de la liberté à l'organisation sociale pour qu'elle se mette en place. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais j'allais dire, si on veut avoir un impact sur les sols, il faut concrètement travailler sur les sols. L'organisation est une chose. De temps en temps, je suis provocateur en disant que qu'on soit organisé en sovcause, en kolkhoz, en latifondia ou en coopérative, à partir du moment où on a un résultat positif sur les sols, ça importe peu. Bon, c'est pas tout à fait vrai, ça importe. Il faut travailler aussi avec les hommes, mais concentrons-nous sur la partie, notamment ici, qui est là, des principes qui concernent les pratiques. Dans la suite de mon exposé, je vais vous parler de différents types d'agriculture. On a parlé de l'agriculture conventionnelle. Après, il y en a qui parlent d'agriculture climato-intelligente aujourd'hui. Moi, l'agriculture climato-intelligente, c'est une façon d'habiller, de peindre légèrement en vert clair l'agriculture conventionnelle. On va améliorer un certain nombre de choses, mais on est loin d'aller vers une performance maximale. Après, on a d'autres types d'agriculture, dont tu as aussi parlé, Félix. On va parler d'agriculture de conservation des sols, on va parler d'agriculture biologique, on va parler d'agriculture biodynamique, de pâturage dynamique tournant avec les troupeaux, on va parler d'agriculture régénérative, on va parler d'agroforesterie. Bon, tous ces différents types d'agriculture, j'ai essayé de les caractériser vis-à-vis des 13 principes de l'agroécologie qui sont mentionnés par la FAO. Et là, bon, quand j'ai pas voulu quantifier de façon précise, hein, parce que c'était pas l'objet de mes propos. L'objet de mon propos, c'était de dire, voilà, est-ce que ce type d'agriculture répond oui ou non au principe? Un petit plus pour dire il y répond un peu, deux plus pour dire il y répond un peu correctement, et puis trois plus pour dire il y répond beaucoup. Voilà. Et donc, on voit que, en fonction du type d'agriculture auquel on s'adresse, eh bien, on répond plus ou moins au principe de l'agroécologie, avec en bas, la dernière ligne, une sorte de classification 1, 2 ou 3, qui fait que, bon, on y adhère de plus en plus. Bon, on voit bien que l'agriculture conventionnelle et l'agriculture climato-intelligente, bon, c'est pas trop de l'agroécologie. Après, on peut discuter de mes notations. C'est mon point de vue, et comme disait l'autre, je le partage. Maintenant, où en est-on au niveau de la société? Alors, j'ai l'impression que je déborde un tout petit peu de mon temps, et je vais demander à François et à Audrey un tout petit peu d'indulgence pour finir mon propos. Euh, Là, je vous montre le schéma qui est le cœur du réacteur du livre qu'on a écrit sur les agriculteurs en la terre entre leurs mains. C'est qu'en fait, il faut qu'on s'inscrive sur la courbe rouge, c'est-à-dire diminuer les intrants minéraux, diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires. J'ai pas dit supprimer, parce que chaque agriculteur a trouvé son juste milieu et a trouvé son point d'atterrissage, mais il faut aussi s'occuper de la biodiversité et du carbone organique des sols. Et aujourd'hui, avec l'agriculture conventionnelle, on se trouve dans cette partie du schéma, c'est-à-dire pas du tout la partie qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est aller de l'autre côté du schéma. C'est aller, avec l'agroécologie, vers la nécessaire évolution des systèmes agricoles. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, toutes les agricultures dont j'ai parlé tout à l'heure se trouvent présentes sur mon schéma et apportent des éléments de réponse petit à petit à cette nécessaire évolution. Alors, je ne dis pas qu'il faut passer par tous les stades, c'est pas ça l'objet. Je dis qu'il y a différents types d'agriculture qui sont à différents niveaux et qui peuvent très bien vivre tels qu'ils sont. Pour ceux qui veulent aller plus loin, bien, je leur propose de rentrer dans le vif du sujet avec le livre. Je l'ai résumé un petit peu à travers ce tableau, mais vous trouverez tous ces éléments dans le livre des agriculteurs en la terre entre les mains. Et puis, il y a des exemples concrets d'agriculture de conservation des sols qui reposent sur trois principes fondamentaux qui sont on dérange le moins possible le sol qu'on a besoin de régénérer, on protège ce sol avec des cultures de couverture, avec du mulch, c'est-à-dire des résidus de culture qui sont laissés au sol, parce qu'il faut aussi nourrir ce sol et le protéger du soleil, le protéger des intempéries, etc. Et puis surtout, on apporte de la diversité à travers des rotations culturelles qui apportent beaucoup de diversité, c'est-à-dire on va avoir des cycles où on va voir la même culture revenir, non pas tous les ans comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits, mais sur 3, 4, 5 ans, avec des cultures différentes chaque année, avec des cultures intercalaires qui vont protéger les sols et qui vont permettre de nourrir le sol en les laissant. Voilà. Ça, c'est le principe de l'agriculture de conservation. Pour moi, en tant qu'agronome, c'est vraiment le modèle vers lequel il faut aller le plus vite possible pour notre agriculture de grande culture pour permettre d'avancer correctement. Après, on a parlé de l'élevage
tout à l'heure, Félix a parlé de pâturage dynamique tournant. Bon, je cherche un petit peu à l'illustrer, c'est-à-dire que, en fait, on peut mettre un troupeau dans un pré à un moment donné, un grand troupeau, et puis le laisser se débrouiller. Mais la meilleure façon de gérer ce pâturage naturel et permanent, c'est de faire cheminer les animaux dans ce pâturage en les accompagnant par petites séquences pour arriver à mimer en quelque sorte les grands troupeaux qu'il y avait qu'il y a en Afrique encore ou qu'il y avait sur le nord américain pour pouvoir permettre de ces animaux qui ne revenaient jamais en arrière et qui avançaient au fur et à mesure de la saison. Parce que les pâturages des zones tempérées sont des lieux de stockage de carbone dans les sols qui est énorme, au même titre et même mieux que la forêt tropicale, qui elle a évidemment beaucoup plus de carbone stocké dans les parties aériennes, mais au niveau du sol, les pâturages de milieux tempérés font mieux que la forêt tropicale humide. Dernier point que j'ai mentionné sur mon schéma, c'est l'agroforesterie. L'agroforesterie, pour moi, c'est l'image de l'agriculture au paradis, en quelque sorte. Hein. C'est la forêt humanisée et anthropisée. Voilà, une image d'un dessin d'une agroforêt au Sri Lanka. Toutes les espèces ont été plantées par l'homme. Tout est utile, que ce soit pour du bois d'œuvre, des plantes médicinales, des cultures qui vont apporter de l'amidon, des fruits, bien sûr, tout un tas d'usages. Ça, c'est l'objet ultime. Bon, on peut pas développer tous les types d'agriculture de ce type-là, bien sûr. On peut pas faire du blé comme ça. On peut faire du blé avec éventuellement des arbres intercalés. Ça sera de l'agroforesterie, mais de niveau 1. Là, c'est un schéma un peu idéalisé. Ce qui est intéressant de noter, c'est que il y a de la place pour tout ça à tous les types d'agriculture pour pouvoir leur permettre de cohabiter. Et ce qui est important, c'est de bien noter le fait que cette innovation dans ces systèmes, elle vient non seulement de la recherche, mais elle vient surtout du croisement des savoir-faire traditionnels et autochtones et de la science qui va apporter son élément explicatif, son élément évaluateur et qui va nous permettre d'avancer. En fait, j'ai tendance à dire en général que cette évolution et cette révolution, il faut qu'on la fasse parce que on va passer avec l'agriculture conventionnelle d'un livre de recettes à une page, on applique le même modèle partout, à un livre de recettes qui a 1000 pages avec l'agroécologie. Et toute la difficulté, c'est de trouver tous les cuisiniers, toutes les petites mains, tous les commis qui vont travailler à ce travail. Et évidemment, Félix l'a dit tout à l'heure, on a un problème d'organisation, et en particulier en France, puisque notre modèle de, entre parenthèses, vulgarisation, entre guillemets, pardon, vulgarisation, repose sur les chambres d'agriculture, sur les commerciaux des boîtes qui vont vous vendre des produits phytosanitaires ou des engrais, aussi sur les coopératives. Bon, tous ces gens ont travaillé à la mise en place d'un modèle un petit peu monolithique, si j'ose dire, autour de 7 pages de recettes de mon premier livre de recettes. Et maintenant, il faut diversifier tout ça. Et ça pose des problèmes à beaucoup de gens. Et bon, je dis pas que c'est facile, hein, il suffit pas de claquer dans les doigts. Je dis que ça va demander beaucoup de temps, mais on n'en a pas du temps justement. Donc il faut des acteurs, et il faut refaire confiance dans ce contexte-là aux agriculteurs qui ont bien compris que le sol a une importance majeure. C'est pas un simple support, et le sol doit être vu aussi comme un capital. Mais c'est un capital particulier parce que c'est pas un capital sur lequel vous allez taper chaque mois pour sortir les intérêts. C'est un capital que vous avez besoin d'entretenir. Et c'est là toute la différence avec le capital financier. Et je rejoins complètement Félix quand il dit que, bien, il faut accompagner les agriculteurs, non seulement d'un point de vue technique, d'un point de vue économique aussi. Mais on a une autre dimension qui n'est pas du tout valorisée actuellement, ou assez peu du moins, c'est financer, finalement, payer tous les services environnementaux que l'agriculteur apporte à la société. Alors déjà, il faut commencer par les rémunérer au juste prix de leur production, parce que ça, c'est pas normal qu'un agriculteur perde de l'argent. Il ne doit pas en perdre, il doit en gagner, c'est-à-dire que la vente de ses produits doit lui permettre de vivre et de faire vivre sa famille ou son entreprise. Et puis, en deçà ou au-dessus de tout ça, il y a les services environnementaux rendus à la société, le fait d'avoir des haies pour les animaux, le fait de stocker du carbone dans les sols, le fait de stocker du carbone dans les parties aériennes des arbres, etc., doit être rémunéré. Alors, comme l'a dit Félix tout à l'heure, on peut
le prouver à travers des analyses de sol, à travers des organismes certificateurs comme Verra, comme Ormex ou comme d'autres. L'important, c'est de valoriser ce travail à travers soit une reconnaissance de la société, c'est-à-dire que, par exemple, la PAC pourrait très bien en Europe financer sur fonds publics ces services environnementaux rendus par les agriculteurs à la société. Ça, c'est un point important. Et puis, un autre exemple possible, parce que ça existe, notamment en Égypte avec nos amis de SECEM, comment on va sur les marchés carbone pour aller chercher de l'argent privé pour rémunérer les agriculteurs pour ces services à travers le stockage du carbone. Voilà, j'en ai fini, j'ai été très long, je vous prie de m'en excuser. N'oubliez pas d'acheter nos livres, parce que ça, c'est extrêmement important, et en particulièrement le nôtre, parce que ça va sur l'initiative 4 pour 1000, qui est le vecteur de tout ce que je viens de vous dire. Et puis, si vous voulez en savoir plus, ben, vous avez notre site internet, n'hésitez pas, et vous pouvez nous contacter pour plus d'informations. Merci beaucoup à tous. Je vais arrêter de partager mon écran, voilà qui est fait. Et je Merci vais beaucoup. couper mon Merci. micro et laisser la parole, parce que j'ai laissé un peu de temps pour Axel. Quand même. Il était un peu inquiet dès le début, en passant après toi. Euh, Merci beaucoup, Paul. C'est une mise en contexte extraordinaire, une vision une fois systémique. Le mot est un peu galvaudé, mais ça revient souvent. Ça prend tout son sens de cette vision, de toutes les solutions. Moi, ce qui m'a plus frappé dans ce livre, effectivement, dans ta vision, c'est cette vision vraiment très holistique, c'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde. Là où on est souvent dans des visions un peu de sentiers, de chacun à sa solution. En fait, Paul, il nous dit, en fait, voilà, il y a un grand, grand, grand livre de solutions et chacune a ses caractéristiques. Il n'y en a aucune qui est parfaite. C'est ça aussi ce que j'adore, moi, dans ce que tu dis dans ton livre, c'est que tu dis, voilà, en fait, tu montres les avantages et les inconvénients de tout. Tout a ses avantages et il y a aussi des inconvénients et on ne peut pas faire partout pareil. Et ça, vraiment, ça nous plaît beaucoup en tant qu'éditeur, la butineuse. Voilà. On va passer tout de suite la parole à Axel, qui évidemment est parfaitement bien placé pour répondre à tous ces défis lancés par Félix et Paul sur OK, on fait comment maintenant? On fait comment? Ok. Ah bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas François et Audrey de ce séminaire et bonjour à tous. Alors moi je vais essayer de rebondir effectivement sur ce que disaient Félix et Paul. Ils ont touché du doigt en fait aussi ce besoin de réfléchir au niveau des systèmes alimentaires. Et ça c'est un peu l'objet du travail que moi j'ai fait dans ce bouquin, Changer les règles du jeu. En fait, c'est de montrer comment cette transition agroécologique, qui est extrêmement bien décrite par Félix puis par Paul, je vais absolument pas revenir là-dessus, finalement, alors pour être un peu provocateur et pour être un peu raccourci, finalement, elle est vouée à l'échec si derrière, il n'y a pas une transformation beaucoup plus massive de l'ensemble de nos systèmes alimentaires. La bonne nouvelle, c'est que cette question, alors question de la transition écologique, Paul a fait un bon historique, elle est vraiment arrivée sur le devant de la scène à partir de 2015. Il y a quand même un espèce de glissement sémantique qui est en train de s'opérer au niveau des institutions internationales, je pense notamment à la Commission européenne en ce moment, sur le fait d'avoir une réflexion beaucoup plus large sur la transformation de ces systèmes alimentaires. Pourquoi est-ce que il faut aussi aborder cette question sous cet angle un peu plus large? C'est qu'en fait, nos systèmes alimentaires aujourd'hui, on comprend très bien qu'ils ont un impact absolument désastreux sur l'environnement. Paul et Félix l'ont rappelé sur l'eau, la biodiversité, le climat, mais aussi les cycles d'azote ou du phosphore, sur l'érosion, etc. Ils ont un impact absolument désastreux sur le revenu agricole. On ne paye plus les agriculteurs à la juste valeur. Et ça a aussi des impacts sociaux derrière. Hein. Derrière cette question du revenu agricole, il y a aussi tous les impacts sociaux, c'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui sont fragilisés, donc qui n'ont plus forcément les ressources pour justement mener ces transitions qui sont nécessaires. On a évidemment la disparition des agriculteurs, on n'a pas de renouvellement des générations, on va avoir des vrais problèmes à l'avenir si on n'arrive pas à enrayer cette disparition. On a des questions d'accaparement des terres, on a des questions
de terres laissées en friche. Donc, on a un potentiel de production qui disparaît aussi, très concrètement derrière, etc. etc. Paul l'a rappelé, nos systèmes alimentaires, c'est aussi, et ça devient de plus en plus, une question de santé publique. On parle d'augmentation des diabètes, on parle d'augmentation de l'obésité. Encore dernièrement, là, il y a une question qui se pose sur l'augmentation des cas de cancer sur des populations de moins de 40 ou moins de 50 ans qui n'existaient pas avant et pour lesquelles on commence à comprendre qu'il y a un lien avec notre alimentation. Il y a des cas de scorbut ou de crétinisme, qui sont des maladies qu'on pensait oublier depuis très très longtemps, liées à des carences en vitamine C ou en iode, qui commencent à revenir aussi. Et donc en fait, on est en train de voir émerger, réémerger de vraies problématiques de santé publique liées à notre alimentation. On n'a pas encore tous les liens de causalité, mais on voit très clairement les corrélations aujourd'hui. Et je ne parle pas aussi, parce que là encore, les choses sont sont encore très très vagues, des liens que la science est en train d'entrevoir entre notre mauvaise alimentation, je pense au niveau global, et le développement de l'autisme, l'augmentation des dépressions, la maladie d'Alzheimer, etc. On est en train de voir qu'il y a un lien entre notre microbiote, notre alimentation, et ce type de dégradation cognitive. Et à tel point que certains chercheurs n'hésitent plus à dire que l'affaiblissement de notre microbiote s'apparente à une 7e extinction de masse, comme il y aurait la 6e aujourd'hui sur la biodiversité, il y aura potentiellement une 7e aussi liée à l'appauvrissement de notre microbiote, et qu'il est possible que les générations actuelles soient, pour la première fois peut-être dans l'histoire, plus bêtes que leurs parents. Donc il y a un vrai problème de santé publique lié à tout ça. Et je ne parle pas aussi, bien sûr, des zoonoses qui, par le jeu des échanges internationaux, que ce soit pour les produits, que ce soit pour les personnes, etc., se développent, comme on a pu le voir pour le Covid. La fragilité de nos systèmes alimentaires, c'est aussi un problème politique et géopolitique. Les plus vieux d'entre vous ont connu les printemps arabes, qui sont liés aussi à des questions de disponibilité alimentaire. Il y a des conflits aujourd'hui sur des ressources. Je pense au Soudan, je pense au lac Tchad, etc., etc. Il y a des questions aussi liées au grand trafic de drogue. Et c'est aussi quand le changement climatique accélère cette désertification, ce sont aussi des populations qui doivent quitter leur village, leur terre, pour aller soit en ville, soit évidemment migrer vers l'Europe ou les États-Unis ou ailleurs. Donc, ces systèmes alimentaires, en fait, ont des conséquences environnementales importantes, ont des conséquences essentielles sur le social, sur le politique, sur la géopolitique. Et on en arrive aujourd'hui à un niveau tel que la façon dont on a organisé, Paul a rappelé la révolution verte, Félix a rappelé un peu le modèle conventionnel, dont on a organisé cette alimentation, ce modèle thermo-industriel, c'est-à-dire une production de masse pour une consommation de masse, tout ça grâce aux énergies fossiles, extrêmement globalisées, on arrive même à saper les fondements de la croissance économique mondiale, ou en tout cas du progrès. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un chiffre que vous avez tous vu passer, qui est sorti de la FAO l'année dernière. Quand l'alimentation dans le monde, c'est à peu près 10 000 milliards d'euros de chiffre d'affaires, les coûts cachés, c'est-à-dire que les coûts qu'on paye une deuxième fois à travers les problèmes environnementaux, à travers la santé, à travers les populations locales, etc., s'élèvent à 12 000 milliards d'euros. Donc, grosso modo, on paye 2 fois et on paye encore plus cher pour les problèmes qu'on doit réparer derrière, quoi. Donc, tout ça est en train d'un peu d'évoluer et de maturer au sein des institutions internationales. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour pouvoir accompagner à la fois cette transition agroécologique et en même temps
adresser des grandes problématiques mondiales telles que les migrations, telles que la santé publique, etc., etc. Sur cette question de transition et de transformation des systèmes alimentaires, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait faire. Félix, Paul l'ont rappelé, la transition agroécologique, on sait ce qu'il faut faire globalement. On connaît les pratiques. Alors Paul a évoqué, à raison, le fait qu'on va passer d'un cahier des charges extrêmement réduit à une espèce de bible dans laquelle chaque agriculteur devra essayer de composer, de mijoter sa propre transition. Ça, c'est pas évident, je vais revenir là-dessus. Mais globalement, des pratiques, on sait faire. On sait qu'elles fonctionnent. L'autre point, c'est qu'on sait que la transition agroécologique, c'est rentable. Félix a évoqué que ce qui l'a amené à essayer un peu ces nouvelles pratiques, c'est d'abord une réflexion économique. Et quand vous regardez le parcours de certains des pionniers de cette transition agroécologique, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis, en fait, vous voyez qu'au départ, ce sont des agriculteurs qui avaient tout perdu, ou soit qu'en s'installant, ils ont vu le mur capitalistique, ils ont vu les problématiques économiques, en disant il faut que je fasse différemment. Et donc en fait, il y a une vraie rationalité économique derrière tout ça. Et si on va même un peu plus loin, si on parle de restauration des écosystèmes, si on parle de replantation, si on parle de restauration des mangroves, des zones humides, etc., toutes ces pratiques qui stockent du carbone, qui améliorent la biodiversité, qui régénèrent les cycles de l'eau, etc., sont rentables. Mais à des horizons de temps et avec une forme de retour sur investissement qui est très différent de ce qu'on connaissait jusqu'à présent et qui suppose une organisation collective qui soit différente. Juste pour vous donner aussi un ordre de grandeur par rapport à tout ça, c'est McKinsey qui le dit, c'est le World Economic Forum qui le disent. C'est pas des gens qu'on peut taxer d'être écolo bobo. Ils pensent que toute cette transition écologique autour de l'utilisation des terres, de l'agriculture ou de la forêt, ça représenterait des marchés compris entre 3 600 et 4 500 milliards de dollars par an. Donc il y a un vrai potentiel de croissance, un vrai potentiel économique derrière tout ça. Pour mener cette transition, donc on connaît les pratiques, on sait que c'est rentable, on a les outils économiques. Paul, Félix on parlait des marchés du carbone. Il y a d'autres types de fonctionnement qui permettent de rémunérer mieux les acteurs, les agriculteurs pour la restauration des écosystèmes. On a les technologies, on a les innovations et les technologies pour pouvoir aider à mesurer et à suivre tout ça. Et paradoxalement, on pourrait même produire plus aujourd'hui pour nourrir le monde. Félix ou Paul, je ne sais plus, a évoqué un peu l'espèce de boussole des filières conventionnelles qui sont nous, on est là pour produire, pour nourrir. Évidemment, dans un monde où on va être bientôt 10 milliards, 9,7 d'habitants, la question de la production, de pouvoir nourrir ces populations, évidemment, se pose. Paul a évoqué, et Félix le prouve tous les jours, que la transition agroécologique est productive. On remet de la fertilité naturelle dans les sols qui permet de la production. Mais aussi un autre aspect de la question, moi, qui me paraît essentiel, c'est qu'aujourd'hui, nos systèmes alimentaires sont très profondément déséquilibrés, donc génèrent énormément de gaspillage alimentaire, non seulement en volume, hein, c'est un tiers de la production, hein, vous connaissez un peu les ordres de grandeur, un tiers de la production qui part à la poubelle, mais également aussi foncière. Quand vous ne pouvez gagner de l'argent qu'en étant extrêmement productif, vous allez nécessairement concentrer votre travail sur vos parcelles les plus productives, et au fur et à mesure, toutes les parcelles
moins productives, parce qu'elles sont en pente, parce qu'elles sont trop petites, trop loin, trop de ce que vous voulez, vous allez les laisser de côté. Et aujourd'hui, alors on commence en France à essayer d'avoir une réflexion sur ce foncier agricole délaissé, mais juste pour vous donner un ordre de grandeur aussi, la région PACA, c'est 520 000 hectares de SAU, surface agricole utile, c'est 200 000 hectares de friches. Donc, on peut imaginer aussi de retrouver un potentiel de production pour ces terrains qui sont aujourd'hui complètement laissés à l'abandon, soit pour des décharges sauvages, soit pour des incendies en région PACA ou ailleurs. Aux États-Unis, c'est 8 millions d'hectares qui ne sont pas mis en culture. Donc vous imaginez aussi, on peut retrouver aussi un potentiel de production pour essayer de régler cette question de l'alimentation dans le monde. On a tous les outils, on sait que c'est rentable. Au fond, la question, elle est où? La question, en tout cas pour moi, en ayant un petit peu essayé de travailler sur ces questions-là, elle est un peu dans l'organisation collective. Aujourd'hui, comme disait Daniel Cohen, l'économiste, pour mener les transitions, pour faire face à l'anthropocène, à ce monde dont les dérèglements sont en train de s'accélérer, on n'a ni les institutions, ni le mode de pensée pour y faire face. Les institutions, ce n'est pas forcément l'État ou les gouvernements. Les institutions, c'est aussi les organisations collectives. Paul Félix parlait des chambres d'agriculture. C'est une institution agricole dans le sens où elle organise collectivement les agriculteurs. Félix mettait en avant l'espèce de pression par les pairs autour de la question du rendement, de rentrer dans les cases, etc. Cette pression, aujourd'hui, effectivement, elle est orientée vers ce modèle conventionnel. On n'a pas encore fait la bascule vers une sorte d'émulation collective dans lequel on va échanger des bonnes pratiques, peut-être des semences paysannes, etc., etc. Et ce qui va être aussi fondamental, c'est qu'aujourd'hui, les filières ne sont pas du tout organisées pour accueillir cette nouvelle diversité qui va nécessairement émerger de la transition écologique, agroécologique, si elle est menée à grande échelle. C'est-à-dire que la ferme de Félix sera très différente de la ferme de son voisin, et encore de son voisin, etc., etc. Mais aujourd'hui, les filières sont organisées avec des grands silos, des grands tanks à lait, etc., extrêmement centralisés, fondés sur l'économie d'échelle. Donc il faut des grands volumes, d'une qualité tout pareil, pour adresser ces grands marchés urbains. Donc il va falloir aussi qu'on travaille sur les filières pour du stockage à la ferme, pour de la petite transformation à la ferme, pour la distribution qui serait beaucoup plus décentralisée. Hein. L'idée, c'est pas de renfermer les territoires sur eux-mêmes, mais c'est de trouver le bon équilibre entre de la production, de la transformation, de la distribution qui soit beaucoup plus reterritorialisée et qui soit aussi échangée avec d'autres territoires. Mais tout ça va nécessiter effectivement d'énormes investissements, d'énormes façons de penser extrêmement différentes. Mais encore une fois, on a des initiatives qui marchent, qui montrent que c'est possible. Vous connaissez l'initiative C'est qui le patron? Il y a l'initiative aussi de petites yaourteries dans des containers qui peuvent aller de ferme en ferme pour que la production laitière d'une exploitation soit transformée directement sur la ferme, sans que ça coûte une fortune pour l'agriculteur, qui peut faire comme ça plusieurs exploitations. Il y a plein de petites choses qui commencent à s'organiser autour de ça, qui sont extrêmement intéressantes à voir et sans doute à soutenir pour derrière permettre d'accélérer à la fois ces questions de transition alimentaire et soutenir la question de la transition agroécologique. Pour essayer de conclure sur le point, moi, en tout cas, qui était extrêmement important pour moi en écrivant ce livre, c'est de me dire, mais au fond, si on a tous ces outils,
on sait ce qu'il faut faire. Si on n'y arrive pas, quel serait l'incitatif qui permettrait à toutes ces innovations de s'intégrer dans une démarche qui serait vraiment cohérente, qui pourrait vraiment passer à l'échelle. La question aujourd'hui, quand on parle avec un peu tous ces acteurs, et notamment les filières, tous nous disent « Ah oui, mais le pouvoir d'achat des consommateurs ». Donc, pour moi, le point important de cette transformation des systèmes alimentaires, et derrière qui va pouvoir soutenir, tirer la transition agroécologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on remet les consommateurs au centre du jeu pour pouvoir accélérer tout ça. Penser que les consommateurs vont pouvoir tous payer un peu plus cher, moi, ça me paraît extrêmement hasardeux. On voit les chiffres aujourd'hui, même en France, hein, où la précarité alimentaire continue à progresser. On a des vraies problématiques de pouvoir d'achat. Et donc, la réflexion un peu disruptive que moi j'ai voulu introduire, c'est au fond, comment est-ce qu'on repense notre outil économique fondamental qu'est la monnaie pour essayer d'introduire dans nos échanges de tous les jours la question de la transition, la question de la régénération des écosystèmes et intégrer voilà, ce consommateur dans le soutien à ces filières. Pour conclure, si on regarde à travers l'histoire, l'agriculture et l'alimentation, c'est-à-dire la manière dont on a organisé collectivement, politiquement, la production, le stockage, transformation, distribution de notre alimentation, c'est une question qui est profondément civilisationnelle. C'est sur ces bases-là qu'on a construit nos premiers États, c'est sur ces bases-là qu'on a construit la monnaie, justement, la division du travail, les hiérarchies sociales, etc. Et qu'aujourd'hui, les enjeux qu'on a devant nous, les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, de stabilité, etc., l'anthropocène, cette espèce de période encore un peu obscure dans laquelle on est en train de rentrer, vont nécessiter de repenser nos propres civilisations, nos propres modes de vie, nos propres organisations collectives et politiques. Et pour moi, en tout cas, la monnaie fait partie de ces espèces d'institutions, ces espèces même de tabous, souvent, qu'il va falloir re-questionner pour dire comment est-ce qu'on la met effectivement au service de ces transitions. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vois quelques questions qui ont commencé à émerger sur le chat. Je pense qu'on va ouvrir un peu le débat, François. Oui, merci beaucoup Axel et merci à tous les trois d'ailleurs. Euh, voilà, c'est super intéressant. Bah, nous, évidemment, on est, on est convaincus que c'est intéressant. C'est intéressant pour nous de voir effectivement le continuum entre vous trois. Euh, euh, c'est la question vraiment clé, je pense. C'est comment effectivement on peut arriver à concilier en fait cette transition écologique avec la réalité économique et sociale, voilà, du monde agricole d'un côté, mais aussi, comme tu dis, enfin, de la société au sens large. C'est-à-dire que très clairement, on voit bien à travers toutes vos présentations qu'un des grands facteurs, dont vous parlez tous, c'est effectivement par exemple la santé. Je veux dire, un des gros problèmes de la situation actuelle, c'est la dégradation de la santé et surtout les profondes inégalités qui sont de plus en plus grandes, et que le système de production de masse, pour avoir l'alimentation la moins chère possible, euh, en fait, aboutit à une alimentation de plus en plus dégradée pour les gens qui ont de plus en plus de mal à y accéder. Donc, il y a un vrai problème systémique énorme de société, mais comment, effectivement, tu penses qu'on peut quand même, ça ne va pas marcher si on n'arrive pas à réconcilier la transition écologique avec euh, la réalité économique. C'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce que tu en penses? Après, on passera aux questions de nos chers. C'est à moi que s'adresse ta question. Oui, je pense. Oui. Ouais. Non, mais Félix et Paul, vous rebondirez, mais je pense que vous avez déjà Ouais. bien ouvert aussi la question. En fait, aujourd'hui, pour simplifier à l'extrême, mais pas tant que ça, le revenu agricole, il est simple, c'est le rendement fois le prix du marché.
Le prix du marché, tu peux pas y toucher. C'est ta coopérative qui te le fixe. Ça te tombe dessus. Le rendement, tu vas essayer de le maximiser justement pour avoir ce revenu agricole. Or, on voit que ces prix du marché sont liés évidemment aux filières alimentaires et derrière à la consommation. Axel, excuse-moi de te couper, mais il reste un point, c'est les charges aussi, hein. Tu dis le revenu et Oui, voilà. alors, ouais, je te parle de la top line. Ouais, excuse-moi, oui, bien sûr, tu as les charges aussi, tu as raison derrière. Justement, j'allais y venir. Euh, Derrière, on voit bien que ce prix de marché, il a une tendance à la baisse continue. Et si on ne change rien, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Euh, Aujourd'hui, ce qui est en train d'émerger, effectivement, à ce que tu disais, Félix, c'est que d'une part, de plus en plus d'agriculteurs commencent à se réinterroger sérieusement sur leurs charges, parce que le revenu, hein, c'est le chiffre d'affaires moins les charges, hein, ce que vous gagnez à la fin de l'année. Donc déjà, il y a de plus en plus une réflexion sur les charges. Mais ce qu'on peut envisager aujourd'hui, c'est que si l'agriculture devient productrice de services écosystémiques, de services environnementaux qui bénéficient à toute la société en général, comme on le voit avec les marchés du carbone, on peut imaginer de concevoir le revenu agricole de manière beaucoup plus ouverte, où il y aurait évidemment une partie liée à la production, hein, mise en marché, mais aussi euh, services de séquestration du carbone, services de régénération de la biodiversité, services de l'eau, de la qualité ou du cycle de l'eau, sur lesquels d'autres acteurs qui ont un intérêt direct seraient en mesure de payer. Euh, il y a un exemple qui est assez impressionnant, c'est la ville de New York. La ville de New York, elle a économisé 10 milliards d'euros simplement avec 350, 380 agriculteurs. En décidant de payer les agriculteurs pour améliorer leurs pratiques, ils ont économisé 10 milliards de dollars. Donc, il y a un vrai modèle économique intéressant. On va dire, bah, c'est plus intéressant de payer les agriculteurs, même très correctement, parce que d'ailleurs, je vais faire des économies absolument colossales sur la qualité de mon eau, des traitements que je ne vais pas faire derrière. Il y a la ville de Munich qui a fait ça, et de plus en plus, on est en train de voir aussi, que ce soit à Paris, que ce soit à Rennes ou dans l'Adour-Garonne, des réflexions sur comment c'est plus intéressant de payer les agriculteurs pour qu'ils changent leurs pratiques plutôt que payer les coûts de traitement. Donc on peut être créatif sur la manière d'envisager le revenu agricole pour développer les services écosystémiques et réconcilier transition et économie. Félix, je te laisse réagir, je pense que tu as bien réfléchi à la question, toi. Très clairement, oui, mais pour amender ce que tu viens de dire, mais si je dis pas de bêtises, quand ils ont créé la PAC, sur un hectare de céréales, tu touchais, en gros, pour faire un schéma assez basique, mais ton aide PAC était à 100 euros, pardon, ton prix d'une tonne de céréales était à peu près l'équivalent de 100 euros la tonne, et ton aide PAC était l'équivalent de 300 euros la tonne. Donc par rapport à ton coût enfin, à ton revenu agricole, les subventions représentaient une grosse partie de ton revenu. Les subventions n'ont pas bougé et l'inflation a fait, de manière générale, que aujourd'hui, il faudrait toucher 800 balles hectares de subventions. Et sauf qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, clairement, la- la- l'ensemble des gens, que ce soit au travers de la politique publique ou au travers euh, de, de l'acte d'achat, se désengager de l'agriculture. Il y a, pour moi, très pragmatiquement, il y a un débat. Est-ce qu'on veut de la production alimentaire sur nos territoires ou est-ce qu'on veut que ce soit produit à pas cher? C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, on peut très bien se dire, en fait, non, on s'en fout, on préfère des friches et avoir un incendie tous les 10 ans. Clairement, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'il y a eu à Hawaï il n'y a pas longtemps, c'est ce qu'il y a eu en Californie. C'est-à-dire que voilà, tu veux pas d'agriculteurs et c'est pas grave parce que tu vas importer ces produits alimentaires de gens qui vont le produire à pas cher. Alors, on est en train de parler du Mercosur, bon, mais voilà, est-ce qu'on le signe? Est-ce que c'est acceptable? Enfin, même s'il a été validé par l'UE, mais euh, c'est pas encore tout à fait fini cette histoire. En tant qu'agriculteur, il y a un vrai sujet. Est-ce qu'on nous veut ou est-ce qu'on nous veut pas? Et si on nous veut, ben, en fait, est-ce que les choix, enfin, quel est en fait le cahier des charges auquel on doit s'adapter?
Tu parles de la valorisation des services écosystémiques. Nous, là, on est en train de bosser sur l'eau aussi avec Régénération. On vient d'obtenir une labellisation France 2030 sur un énorme projet avec l'INRA d'Avignon sur la mesure de l'infiltrabilité de l'eau dans les sols. C'est-à-dire que tu parles, je réagis un peu à tout en vrac. Mais moi, j'ai très peu d'espoir de, de la politique, enfin, par rapport à l'attente que je peux avoir de la politique, et très peu d'espoir sur les consommateurs. De toute façon, c'est pas compliqué. Tu vois l'explosion des cancers chez les moins de 40 ans, principalement gastriques et tout ça, pancréas, enfin, intestin, tout ça, c'est hallucinant. Et ben en fait, c'est qu'il y a une malbouffe qui est en train de progresser à une vitesse grand V. Ce que tu parlais ce que tu disais sur le microbiote, ben, c'est exactement ça aussi. Et, euh, et donc, tu as une alimentation pour riches, une alimentation pour pauvres. C'est pas plus compliqué. Tu as une alimentation, enfin, je parle pas forcément de richesse enfin, financière, mais en tout cas intellectuelle. Donc des gens qui vont cuisiner, qui vont acheter des produits frais, qui vont faire le boulot et qui vont encore bouffer enfin, pardon, manger des bactéries parce que les aliments qu'ils vont acheter en contiennent, ou des trucs qui sont issus du fracking et de l'industrie agroalimentaire. Et il y a un vrai fossé qui se crée entre les différentes classes sociales et leur manière de se nourrir. Et donc, ben, heureusement, parce qu'il faut bien des gens pour faire tourner les hôpitaux et les morgues. Mais non, c'est très cynique, qu'est-ce que je viens de dire, c'est exprès. Mais, euh, mais c'est catastrophique. Et est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là qui changent d'eux-mêmes leurs habitudes alimentaires? Est-ce qu'on peut attendre des agriculteurs qui se mettent eux-mêmes à produire en essayant de rentrer dans les injonctions de produire pour ces gens-là au moins cher possible, avec les coûts que ça représente, cette transition? Et donc, effectivement, il n'y a pas d'autre enjeu pour moi que de changer un système, et comme tu le disais en évoquant la monnaie, sur des bases économiques. Alors, est-ce que c'est la monnaie? Est-ce que c'est des formes de transactions nouvelles? Est-ce que, je sais, je n'ai pas la réponse. Nous, ce qu'on a imaginé avec Régénération, c'est que notre crédit environnemental, ce soit un crédit qui soit plus large, c'est-à-dire qui inclut des indicateurs sur la biodiversité et sur l'impact sur la ressource en eau. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans un sol, quand on bouge le curseur vers l'agroécologie, ces trois paramètres bougent en même temps. Aujourd'hui, grâce à tout ce qui a été fait par le 4 pour 1000, on a un marché aussi qui est en train de. Et généralement, tout ce qui est autour du carbone, on a un marché qui s'est construit autour du carbone, avec ses qualités et ses défauts. Donc, des entreprises qui sont prêtes à mettre un peu d'argent sur ce sujet. L'eau, c'est probable que, comme tu l'as soulevé, ça vienne des collectivités et de certaines zones. Ben voilà. Est-ce qu'en fait, ce financement de la transition, il n'est pas multisource? Voilà, avec, pourquoi pas, des nouvelles formes d'actifs financiers. Ce ne sera pas forcément de la monnaie, mais c'est peut-être, enfin, en tout cas, des nouvelles formes d'actifs financiers qui engloberont ces éléments-là. Voilà. Et où, du coup, ces actifs financiers seront un placement pour l'avenir. Et après, en ouvrant la boîte de Pandore, peut-être aussi que ça pourrait englober le foncier. Et que demain, Axel, tu as envie de faire agriculteur pendant 10 ans, et bien, tu as accès à une ferme où tu n'as même pas besoin de l'acheter ni rien. Mais ton enjeu, c'est juste de faire progresser les aspects écologiques et tu es payé pour ça. Euh, et en produisant un peu d'alimentation. C'est, c'est une vision qui est particulière, mais qui pourrait répondre à pas mal d'enjeux, mais qui en même temps pourrait être dévoyée en devenant, enfin, en faisant en sorte que les agriculteurs soient les nouveaux. Enfin, de toute façon, c'est déjà le cas, j'allais dire les nouveaux serfs ou vassaux des seigneurs qui ont l'argent, mais de toute façon, c'est déjà le cas. En tant qu'agriculteur, tu maîtrises pas grand-chose en fait. Tu maîtrises ni le climat, ni ton prix de vente, tu maîtrises juste ce que tu dépenses. C'est tes seuls choix. Mais ton rendement, effectivement, le dérèglement climatique, là on voit encore janvier, on vient d'encore exploser le record du mois de janvier le plus chaud. Euh, on est face à quelque chose, à un rouleau compresseur qu'on maîtrise pas, une montagne à gravir dans tous les sens et qui est en train de. Donc, le problème, c'est que ce dérèglement climatique, il est exponentiel. C'est pas une courbe linéaire. Donc en fait, plus on avance, plus ce sujet est complexe. Et après, je voudrais soulever un autre point, c'est que en fait, on est interdépendant de notre écosystème dans lequel on vit localement. C'est-à-dire que moi, en tant
qu'habitant du sud-ouest de la France, ben, en fait, je suis dépendant de l'écosystème et du microclimat en fait, que je vais avoir dans les 30 km autour, puis un peu plus généralement dans les 50 km autour, puis plus généralement dans les 100 km autour. Et en fait, en tant qu'agriculteur, mes petites actions vont avoir un impact sur ce microclimat. Si au lieu d'avoir un sol nu, j'ai plus de végétation, ben, du coup, je vais plus participer au cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'il va y avoir des racines qui vont permettre à l'eau de mieux s'infiltrer. Ces plantes vont vont plus transpirer, en transpirant, vont créer la vapeur d'eau. Euh, et à l'échelle de l'agriculture, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne comme dans la forêt amazonienne, c'est-à-dire que les plantes sont capables de créer d'une certaine manière, par tout un mécanisme de rétroaction, leur propre pluie. J'insiste particulièrement sur ce point, parce que la végétalisation d'un écosystème, ça fait en sorte que la plante, par les mécanismes de... Alors, ils ont donc des nouvelles études là, qui disent qu'il y a aussi des mécanismes électriques, mais il y a aussi des mécanismes physiques de la rosée qui va se condenser sur les plantes et qui, du coup, va être absorbée par la plante et va être relâchée sous forme d'évapotranspiration la journée. Donc, il y a des espèces de phénomènes de poumons partout où il y a une plante et à l'échelle d'un territoire, ben, ça fait un poumon plus large et ça vient aspirer les masses d'air. Et les masses d'air avec les masses de nuages. Tout ça pour dire que plus il y a de plantes, plus il y a de nuages. Parce que la plante recrée du nuage. Et je fais exprès d'insister un peu, alors je vous prends du temps sur ce point-là, mais quand vous êtes en avion, parce que la plupart peut-être des gens qui ont suivi ce webinaire ont déjà pris l'avion, quand vous êtes en avion, ben, il peut pleuvoir dessous et avoir un sol, enfin, un microclimat très froid, mais alors qu'en altitude, vous avez le soleil qui vient se refléter sur les nuages. En fait, le principal moyen de la planète qu'a construit la planète pour virer des calories euh, du, euh, du système, c'est d'avoir du nuage qui vient jouer le rôle de miroir et renvoyer le rayonnement solaire dans l'espace. Et plus il y a de plantes, plus il y a de nuages à l'échelle de la planète. Plus on bousille les écosystèmes, plus on va vers la désertification, moins il y a de plantes, moins il y a de nuages. Et plus il fait chaud. Et c'est pour ça que le dérèglement climatique est exponentiel. C'est pas que si c'était pas ça, ça serait linéaire avec la proportion de gaz à effet de serre qu'on émet. Donc ça, c'est pour bien comprendre les choses, mais que plus on émet de gaz à effet de serre, plus les nuages vont avoir du mal à se condenser, et plus tout ça est complexe. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que tout est lié. C'est-à-dire que plus vous avez de carbone dans les sols, plus vos plantes sont en bonne santé, plus elles jouent sur le cycle de l'eau. Donc plus en fait on va stocker du carbone, plus on vient améliorer l'écosystème. Et donc c'est hyper important que chaque microclimat soit construit par les agriculteurs de chaque territoire. Et donc la contribution environnementale, si vous êtes une entreprise et que vous voulez faire de la contribution environnementale, c'est pas la peine d'aller acheter des mangroves, il faut favoriser l'endroit où vous voulez que vos enfants grandissent. Sauf si vous voulez qu'ils grandissent dans la mangrove. Mais c'est le climat, c'est aussi la somme des microclimats et des micro-températures liées aux nuages. Bon, je vais arrêter je digresse complètement, voilà, mais Bon, tout est mais lié. Et donc pour, pour, notre produit pour rebondir financier, sur ce que tu dis, Félix, c'est ce que tu mentionnes avec les nuages, c'est ce qu'on appelle le principe d'albédo. Et c'est un principe qui est tout à fait compréhensible au niveau des sols aussi. C'est-à-dire que à partir du moment où on a un sol qui est couvert, non seulement on a un effet de régénération du cycle, du petit cycle de l'eau, comme tu dis, par rapport aux nuages, etc. Mais il y a un effet qui est extrêmement intéressant, c'est que si tu laboures un sol, ton sol, la plupart du temps, il est marron, il a une albédo qui va être supérieure, il va absorber la chaleur au lieu de refléter la lumière ou absorber la bonne lumière, comme le font les végétaux avec le vert de la photosynthèse, et ça va constituer ce que tu as appelé l'effet boule de neige, c'est-à-dire que on va de plus en plus vers des sols qui se dégradent, qui se réchauffent, qui s'appauvrissent, qui libèrent du CO2 et qui en plus de ça sont incapables de stocker du carbone. Donc tout ça, c'est cette notion de microclimat qu'on a un peu trop abandonné, et tu as raison d'insister là-dessus, est extrêmement intéressante. On a travaillé, nous, avec, dans le 4 pour 1000, on a travaillé avec Earthfulness, qui est une ONG indienne, et eux ont récupéré 650 hectares à Hyderabad, dans une zone complètement aride, qui était complètement épuisée par l'agriculture. Il y avait quasiment plus de sol, donc au centre de l'Inde, avec des pluviométries qui avoisinent les 300 ou 400 mm par an. Et ils ont reconstitué un écosystème pour mettre leur siège, et ils ont replanté une forêt tropicale humide sur un support qui était un support de terre aride, et cette forêt tropicale humide,
elle continue à exister et elle a modifié la pluviométrie dans la région. Les températures sont inférieures dans la zone qui est autour et on voit bien qu'on a un effet énorme. Le problème aussi, on en revient toujours à ces histoires de politique. Et là, j'ai vu dans le chat pas mal de gens qui ont réagi à ça. On a la politique des régions, qui est une politique qui peut être mise en place au niveau local, qui est extrêmement importante, avec une alimentation beaucoup plus locale, enfin, c'est le mouvement des locavores, etc., etc. Encore faut-il que cette agriculture elle soit bien produite. Et cette agriculture-là, lorsqu'elle est de proximité, la plupart du temps, elle est en circuit direct ou en circuit court, et l'agriculteur arrive bien souvent plus à en vivre que lorsqu'il fait partie d'un circuit commercial beaucoup plus large. La difficulté dans tout ça, c'est de faire comprendre à nos politiques que il faut redonner de l'initiative, redonner de la possibilité d'influer sur ces politiques au local et notamment aux agriculteurs, ne pas tout le temps les désigner comme les coupables idéaux ou comme les gens qui sont toujours en train de se plaindre. Moi, je ne partage pas complètement ce que vous avez dit avec Axel sur le fait que il faut multiplier les sources de revenus des agriculteurs pour leur permettre de vivre de leur travail. Bon, ça, je suis d'accord sur le fond. Mais je persiste à dire qu'un agriculteur qui produit, au niveau de sa production, doit pouvoir avoir suffisamment de rémunération au niveau de cette production pour pouvoir faire tourner son atelier de production. Après qu'il produise et qu'il fasse des systèmes, enfin comment dire, qu'ils produisent des services environnementaux ou écosystémiques pour la société en sus ou dans le cadre de ses activités et qu'ils soient rémunérés à part pour ça, oui, 100% d'accord. Mais la rémunération de l'agriculteur au niveau de sa production ne doit pas être un agglomérat de ben on vous met un petit peu de votre coût de production de votre produit, plus un petit peu du service parce que vous avez stocké du carbone, plus un petit peu parce que vous avez développé des haies, et puis tout ça, ça vous fait tant au kilo, donc on vous achète votre production, et voilà, vous êtes content. Non. Pour moi, il y a une vision systémique de l'ensemble de la production. L'atelier production de matières ou d'aliments, eh bien, il va être rémunérateur et il va lui permettre de vivre à part, et le reste, eh bien, c'est autre chose. Ça améliore globalement l'efficacité et la rentabilité de l'exploitation agricole, mais ça doit venir en sus. Parce que c'est pas normal qu'on inclue ça dedans. Alors, il y a des contre-exemples à ce que je viens de dire. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de Sekem, qui était une ONG égyptienne, qui a réussi à travailler, à produire en bio et en biodynamie avec des agriculteurs qui, pour compenser le différentiel de prix entre l'agriculture biodynamique et l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle, est allé chercher du stockage de carbone sur le marché du carbone pour financer cette différence. Et ça vient compenser les différences de prix au niveau de l'agriculteur. Bon, c'est une vision possible des choses. On sait aussi que quand on fait l'agriculture de conservation des sols, on est capable de réduire ses coûts de production et ses charges. Si on arrive à maintenir son niveau de revenus, eh bien globalement, enfin pardon, d'entrée de vente de ces produits, eh bien globalement, on a une meilleure marge. Donc ça va améliorer la situation. Mais d'un autre côté, ce qui n'est pas reconnu à travers ce système, et là j'en viens un peu à ce que vous disiez et les commentaires qui sont sur le chat, c'est que un produit issu de l'agriculture de conservation, en termes nutritionnels et en termes qualitatifs, il est certainement de meilleure qualité qu'un produit qui est issu de l'agriculture conventionnelle. Or, il devrait être payé plus cher, entre guillemets, parce qu'il est de meilleure qualité. Or, pour l'instant, comme on n'est pas capable de différencier ces filières, eh bien, ça part dans le gros de la production agricole conventionnelle, et c'est pas du tout rémunéré pour l'agriculteur à un prix un peu plus juste par rapport à ça. Bon, on pourrait développer des Oui, choses. merci Paul. En fait, on pourrait garder cette conversation, je pense, allumée pendant une bonne heure supplémentaire et tous les sujets Ouais, qui sont abordés. Je voudrais juste essayer de se concentrer un tout petit peu sur les différentes questions qui ont été posées par nos auditeurs. Il y a juste deux remarques que je voudrais faire. Une, c'était par rapport à ce que tu disais, toi, Félix, sur ton manque de confiance dans les consommateurs. Je pense qu'il y a Axel a des éléments par rapport à ça sur des études de marché qu'il a pu faire. En fait, je pense qu'il prouve quand même que les consommateurs, s'ils en avaient la capacité, seraient sans doute volontaires pour participer d'une manière ou d'une autre
Le problème, c'est effectivement le manque d'accessibilité, le manque de moyens. Aujourd'hui, les consommateurs ont très, très, très peu de leviers en réalité. La deuxième question, merci à Félix d'avoir énormément insisté sur cette histoire de climat. Tu as fait une magnifique publicité pour ce livre d'Ananda Fitzsimmons dont tu fais le portrait, parce qu'en fait, ce n'était pas une digression, c'est tout le sujet de ce livre. Tout le sujet de ce livre, c'est de montrer qu'en fait, effectivement, le climat, c'est aussi la somme de tous les microclimats. Et qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est que on peut influencer positivement. C'est toute l'extraordinaire côté positif de cette histoire, c'est de montrer qu'en fait, si là où les gens agissent, l'exemple que tu montrais, Paul, aussi, dans l'exemple dont tu parlais, de cette forêt tropicale replantée, enfin, je veux dire, les actions qui peuvent paraître isolées les unes des autres et avoir peu d'impact toutes seules, pour recréer ces microclimats, mises bout à bout, peuvent avoir des effets absolument grandioses. Donc c'est aussi ça, le sujet de ce livre, et il faut avoir des messages positifs. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de questions sur le chat. Je vois quelqu'un là qui parle sur les communs, le problème effectivement de l'économie des communs, et comment réconcilier cette économie des communs avec celle du consommateur. Axel, est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus? Bon, on arrive vraiment à la fin de la session, donc je vais pas forcément développer et sans vouloir faire trop d'autopromo, justement, je vais renvoyer un petit peu au livre. Je pense que l'outil de la monnaie peut permettre d'intégrer cette question des communs dans nos actes d'achat quotidiens. Je ne veux pas trop détailler parce que c'est vraiment très long. Enfin voilà, c'est vraiment le dernier tome du bouquin, donc qui prend à peu près 120, 150 pages à expliquer. Mais on peut jouer sur cet outil pour rémunérer ce qui régénère ces communs. Et moi, je prends la base du carbone. On peut imaginer d'autres choses, mais je prends la base du carbone. Et à l'inverse, taxer, enfin, c'est une forme de taxe, les acteurs économiques, les filières économiques, peu importe, qui dégradent ces communs, ou alors même qui ne font rien, enfin, voilà, qui ne s'engagent pas. Donc c'est une manière quelque part d'intégrer ce commun dans nos outils économiques. Et après, voilà, je développe un petit peu derrière toutes les conséquences que ça pourrait avoir sur les filières, sur le système alimentaire, mais aussi sur les modèles de croissance au sens plus global. Je veux pas botter en touche, hein, mais voilà, on est un Moi, peu pris par le temps et je vois d'autres questions intéressantes aussi. ce que je voudrais rajouter à ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut prendre le monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et, euh, et ça, c'est l'une des plus grosses difficultés dans ces aspects de transition, c'est-à-dire que on voudrait que les choses soient très simples, que la politique fasse les choses, que les communs soient payés, que tout ça, si, s'il n'y a pas de vrais mécanismes qui sont mis en place de transfert de valeur, c'est l'agriculteur qui portera cette transition et en fait, il ne le fera pas. Parce que pour répondre à ce que tu disais, François, tout à l'heure, c'est les économies d'échelle seront toujours plus compétitives que les trajectoires qui vont vers l'amélioration du commun. Ah oui, absolument, on est entièrement d'accord. C'est tout d'où essayer de trouver des idées qui permettraient effectivement de détourner le système dans la bonne direction. Je pense que c'était ça le propos du projet d'Axel, pour prendre totalement en compte la réalité et ne pas être dans un monde juste imaginaire, mais de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la réalité pour essayer de la tourner dans le bon sens. Enfin, dans le sens où quand je dis de bon sens, c'est le sens de l'intérêt commun, on est évident, hein. Mais il faut essayer effectivement de trouver des idées ensemble pour que ça aille dans le bon sens. Et après, il y a des éléments dans les questions sur des techniques spécifiques avec des complémentarités avec des poissons, des complémentarités sur les algues. Et techniquement, on sait tout faire. C'est pas le problème en fait de la transition. Techniquement, toutes les solutions existent. Ouais. Et après, sur la déspécialisation des régions agricoles, ça c'est un vrai sujet politique et général. Voilà, il y a des terres qui sont très très performantes pour produire des céréales et donc les schémas se sont organisés autour de ça. C'est des terres sur lesquelles, si on prend le Pays Basque par exemple, on ne va pas aller envoyer des moissonneuses-batteuses dans les coteaux, quoi. Donc effectivement, c'est compliqué de faire autre chose que de mettre des animaux pour pâturer. Donc la déspécialisation, elle est aussi très liée au territoire et c'est ça qui est, enfin, et la spécialisation et c'est ça qui est complexe. C'est une question tout début de Guillaume sur qu'est-ce qui empêche les décideurs politiques nationaux et européens de changer les règles et de réorienter les financements, coûts directs et indirects. Axel, tu veux dire quelque chose à ce sujet?
des Ouais, bon, spécialistes. non, non, mais pour moi, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect, très clairement, c'est le lobbying. Aujourd'hui, on a des filières, des acteurs des filières alimentaires qui ont un poids plus important que certains États. Walmart, alors c'est pas européen, mais Walmart pèse plus que le Nigeria en termes de PIB. Donc, ils ont un pouvoir de lobbying et ils ont vraiment un chantage à l'emploi, tout ce que vous pouvez imaginer, qui empêche un petit peu ces changements politiques. Ils ont aussi un pouvoir sur les filières, ils ont un pouvoir sur l'orientation et la disponibilité de la demande. Il faut bien comprendre aussi que pour un décideur politique, une population qui a faim, c'est une population dangereuse. Imaginez Paris. Paris, je crois que c'est 3 ou 4 jours de disponibilité alimentaire. Si jamais les flux n'arrivent pas d'une manière ou d'une autre, c'est l'émeute. Hein. Une partie de la révolution en 89 était liée à ça. Donc, alimenter les populations pour pas cher et en quantité, c'est un enjeu qui est politique fondamental. Donc, tout ce qui pourrait rajouter du surcoût pour les consommateurs, c'est de l'inflation, c'est de l'instabilité, c'est des manifestations. Enfin voilà, vous pouvez imaginer. Donc, quelque part, il y a une sorte de trouille bleue de ces décideurs politiques face à une forme de chantage, hein, parce que évidemment les acteurs des filières savent bien jouer là-dessus. Michel-Édouard Leclerc sur le pouvoir d'achat, etc. Enfin, vous voyez les pubs, euh, qui vont à un moment donné fatalement limiter les transitions, limiter les décisions politiques un peu courageuses, ou tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à la question d'Oriane qui dit, Paul a déjà répondu partiellement, il y a une question piège qui dit, est-ce qu'à votre sens, le projet de loi au Parlement va dans le bon sens? Question piège. Pour moi, c'est paramétrique, c'est pas systémique. C'est-à-dire qu'on joue. Il y a, euh, bon, après, je vais laisser l'agriculteur être plus directement concerné par la question. Hein. Moi, je pense que dans les débats actuels aujourd'hui, il y a vraiment une vraie question d'emmener les agriculteurs avec nous dans cette question de transition et pas leur imposer de force les transitions. Donc il y a une forme en tout cas pour moi dans les transitions, il y a aussi retrouver une certaine liberté d'action. Qu'est-ce que je choisis, comment j'organise mes ateliers de production, etc., etc. Et tout ce qui est simplification, alors il y a de la simplification administrative qui peut être utile. J'ai cru lire que pour gérer une haie, il fallait s'adresser à 14 organismes différents. Très clairement, là, on peut améliorer les choses. Sur les néonicotinoïdes ou d'autres choses, ça va pas forcément dans la bonne direction. Mais, et pour moi, c'est encore une fois des questions, sur la question de transition, on veut dire, bah voilà, les problèmes environnementaux, ils sont liés aux agriculteurs, on va forcer les agriculteurs à bouger. J'espère que vous aurez compris à travers tous ces échanges qu'on a eus que la question est beaucoup plus large et systémique que ça. Hein, on ne va pas laisser les agriculteurs en première ligne de tout ça avec des injonctions et c'est tous nos modes de vie, notre organisation collective, nos sociétés qui sont en jeu derrière tout ça. Félix, tu veux rebondir sur cette question? Alors, je pense, non, non, mais c'est compliqué, Ah, d'accord. mais je pense que politiquement, je l'ai dit que moi, j'y croyais pas. Parce qu'il faut, en fait, il faut une combinaison de deux choses, même trois choses, et qui sont quasiment impossibles à atteindre. La première chose, c'est une personne de conviction aux manettes, qui est vraiment convaincu des enjeux. Donc là, on avait Stéphane Le Foll, mais il n'était pas là assez longtemps. La deuxième chose, c'est enfin, qu'il arrive à porter des projets de loi et tout ça, fait, voilà, et qu'il soit courageux face à tout un tas de gens qui ne lui disent pas que des choses très sympas, tout ce lobbying. Voilà. Et la troisième chose qu'il n'a pas eu la chance d'avoir suffisamment, c'est d'être soutenu par l'ensemble, le président et compagnie. Voilà. Et donc, parce que vous imaginez bien que quand, au niveau du lobbying, le ministre de l'Agriculture, il n'est pas suffisamment bon, ben, on tape sur le président, et quand c'est pas suffisamment bon, on tape via la Commission européenne sur les institutions françaises. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Et voilà, et il aurait pu faire plus. Mais en fait, le système est sclérosé
par la trouille bleue. J'aime bien ton expression, Axel, de la trouille bleue, d'un process de changement. Et après, sociologiquement, il y a tout un tas de trucs qu'on voit sur des histoires de génération, des histoires voilà, de mode de pensée. Mais je pense que justement, à cause de ça, ça peut pas arriver à progresser. Voilà, euh, c'est dans ton livre, à un moment, Axel, tu dis ben, que les conditions du succès personnel et collectif de demain seront radicalement différentes de celles des dirigeants d'aujourd'hui. Et c'est toute une explication liée à la manière de décider de chef d'entreprise dans une société où, en fait, comme ils avaient leur modèle économique qui était sur un certain sujet pendant toute leur carrière, ben pourquoi est-ce qu'en fait ils iraient changer les 5 dernières et puis ainsi de suite et ça se perpétue. Et donc, en fait, il n'y a pas trop d'autres options que de repartir à zéro sur ce genre de choses. Et c'est très, très compliqué, quoi. Euh, le changement, je pense qu'il viendra par des modèles économiques différents et par des instruments financiers différents. Et parce que restaurer le climat deviendra plus urgent un jour. On n'y est pas encore, malheureusement. Et ça coûterait moins cher de le faire maintenant. Mais voilà, il faudra. On n'est pas encore. On ne creuse pas encore assez le fond. Bref. Ah oui, et dernier point, c'est que deux choses qui sont pas assez bien comprises, c'est que, ce qui a été tout le long du webinaire, mais c'est que l'agriculture est une des solutions majeures pour le climat, à défaut d'être un problème. Ça, c'est pas assez dans la tête des gens. Et deux, c'est que l'impact d'investir localement dans son agriculture locale et l'impact de la somme des microclimats, c'est aussi la deuxième clé. Et donc, c'est pas compliqué en fait. La planète, elle est sauvable. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut que chaque territoire se prenne en charge lui-même. Merci Félix, c'est une superbe conclusion. Je pense qu'on peut pas dire mieux. J'espère que on a là pas mal débordé, les gens sont restés pas mal avec nous. Tout ça va est enregistré, donc va être mis en ligne. On espère que bah, ça donnera envie aussi effectivement de creuser nos bouquins grâce à vous, Paul, Axel, Félix et Ananda, donc l'autrice de ce troisième livre qui est pas là, mais qui est de là avec nous par la pensée, elle est au Canada. Mais et puis voilà, on a au grand plaisir de continuer ces échanges. Et surtout, si jamais certains veulent s'adresser à nous ou se réadresser à nos trois intervenants, je pense que ils ne sont pas très compliqués à trouver. Donc, un grand merci. On est obligé de conclure. Ça fait déjà un bon moment qu'on est là, mais on vous retrouvera bientôt. Merci à vous trois. Merci. Merci à vous, bonne fin de journée à tous.